je me suis senti sourire. Et l'homme a élargi son sourire, puis il a laissé échapper un petit rire. Bref, indiscutable. Et soudain, moi aussi j'ai eu envie de rire, de me plier en deux, d'éclater de rire, même si ma tête hurlait de ne pas le faire. C'était comme si je n'avais plus le contrôle. Je ne pouvais ni bouger, ni parler. Je ne pouvais que ressentir, en fixant ses petits yeux noirs. En 2003, après des années d'études à muser à la tâche, j'ai réussi l'examen du barreau de Californie à 26 ans. Cet examen était incroyablement difficile. Un marathon éprouvant, sur des mois de stress, de doutes et de nuits blanches qui ressemblaient parfois davantage à une épreuve d'endurance et de volonté qu'à un test de connaissances juridiques. J'avais pratiquement tiré un trait sur toute vie sociale, enchaînant les soirées à éplucher la jurisprudence, les textes, les sujets d'entraînement. J'y avais mis toute mon énergie. Alors, quand j'ai appris que j'avais réussi, ça a été un moment de pure joie. Les jours suivants ont ressemblé à une fête continue. Il me restait encore à déposer mon dossier d'inscription au barreau de Californie, mais comparé à l'examen, ce serait une formalité. Et après tout ce travail, je me suis dit que j'avais bien mérité de faire la fête. J'ai organisé des retrouvailles avec ma famille et mes amis. J'ai bu beaucoup de champagne dans des restaurants très chics, et j'ai rattrapé environ 9 mois de manque de sommeil. C'était l'un des meilleurs moments de toute ma vie, et il a été suivi presque aussitôt par l'un des pires. Un peu plus d'une semaine après avoir réussi, je devais retrouver ma mère pour déjeuner. On avait été un foyer monoparental depuis la mort de mon père, quand j'étais adolescent. Mon petit frère, qui vivait encore chez elle, devait nous rejoindre ce jour-là. Ni l'un ni l'autre n'était du genre à être en retard sans raison. J'ai essayé d'appeler leur portable, d'abord l'un, puis l'autre, sans réponse. Et une angoisse sourde a commencé à me grimper le long de l'échine. Quelque chose n'allait pas. Je me souviens avoir présenté mes excuses à la serveuse avant de quitter le restaurant. Et juste au moment où j'arrivais à ma voiture, mon frère a appelé. Il m'a annoncé la pire nouvelle que je n'ai jamais reçue. Il se préparait à venir me rejoindre quand maman s'était effondrée d'un coup. Mon frère avait appelé le 911, l'ambulance était arrivée en quelques minutes et, à l'hôpital, il l'avait emmenée directement au bloc. Mais, et j'entendais le cœur brisé de mon frère pendant qu'il se forçait à me le dire, maman n'avait pas survécu. On a appris plus tard que c'était un anévrisme cérébral catastrophique, l'un des pires que les médecins aient jamais vus. La seule consolation, c'est que c'était allé très vite et qu'elle n'avait pas trop souffert. Cette nouvelle nous a détruits. Mon frère et moi tenions à peine debout. Notre grand-père et une tante du côté de mon père ont dû intervenir pour organiser les obsèques et régler la succession. Je suis passé des bulles de champagne chic à la vodka bon marché avalée à grandes gorgées pour garder un semblant de lucidité. Et quand j'ai fini par reposer la bouteille, la sobriété a réveillé en moi une crise existentielle. Une minute, je baignais dans l'euphorie d'une réussite, avec l'impression d'avoir conquis le monde. Et la minute suivante, la vie me rappelait à quel point je contrôlais peu de choses. J'avais passé des années à courir après le barreau. C'était devenu mon identité. Mais à quoi bon tout ça si la vie pouvait vous arracher le sol sous les pieds, comme ça? L'ironie me brûlait. Je m'étais défoncé pour réussir cet examen. Et une fois réussi, je ne savais même plus si je le voulais vraiment. Je n'arrivais pas à concilier le triomphe et cette réalité écrasante. La personne avec qui je voulais le partager plus que tout n'était plus là.
Ce qui rendait cette période encore plus difficile, c'est que personne dans mon milieu juridique n'avait appris le décès de ma mère. Je traversais le pire chagrin de toute ma vie et je recevais des messages de félicitations, des emails d'amis et de mentors qui me demandaient parfois si je voulais qu'on se voie pour fêter ça. Je n'avais même pas la force de sortir du lit, encore moins de célébrer. Et je me sentais affreusement ingrat en pensant ça. Mais sur le moment, leurs compliments me semblaient vides de sens. J'étais dans un état mental très sombre. Mais j'avais assez de lucidité pour comprendre que si je ne faisais rien, si je ne quittais pas la ville pour gérer le deuil, j'allais droit dans le mur. J'avais besoin de partir, d'être seul avec mes pensées, quelque part où je pourrais encaisser à mon rythme. Et après un peu de recherche et un rapide coup d'œil en ligne, j'ai trouvé ce que je croyais être la solution. Dans beaucoup de parcs nationaux américains, au beau milieu de nulle part, il existe de vieilles structures qu'on appelle des tours de guet incendie. Elles ne sont pas toutes des tours, certaines sont de simples cabanes d'un seul étage, placées stratégiquement. Mais elles sont toutes situées suffisamment en hauteur pour surveiller les environs. Et elles sont occupées de façon saisonnière par des employés du service des forêts, des guetteurs d'incendie. Le travail d'un guetteur, c'est de repérer les feux de forêt, les impacts de foudre et d'autres risques d'incendie depuis son point d'observation. Il passe de longues heures à scruter le paysage à la recherche de fumée ou de flammes, avec des jumelles et des cartes, afin de localiser précisément ce qu'il voit. Quand il repère quelque chose, ils en informent les centres de coordination en donnant des détails, coordonnées, météo, tout ce qui peut aider. Ensuite, ces centres guident les pompiers vers la fumée et les flammes. D'après ce que je lisais, c'était un travail solitaire, qui demandait beaucoup de concentration et de patience. Les conditions de vie semblaient très rudimentaires, si vous voyez ce que je veux dire. Mais ceux qui avaient assez de cran pour se porter volontaires rendaient un service précieux, autant à l'environnement qu'aux autres citoyens. Dès l'instant où j'ai lu ça, j'ai été captivé. Je ne voyais pas de meilleure façon de passer l'été que perché seul dans une vigie perdue au milieu de la grande nature américaine, entouré de feuilles vertes, de ciel bleu et de cette tranquillité indomptée. Je m'imaginais dans une de ces tours isolées, à surveiller l'horizon, avec pour seule maîtresse un carnet et une radio. Une échappatoire. Peut-être un moyen de trouver un peu de paix au milieu du chaos du deuil. Mais obtenir ce poste n'avait rien d'aussi simple que de faire un sac et de partir dans les bois. Les postes de guetteurs, surtout dans un état comme l'Oregon, avec ses forêts immenses et son historique d'incendie, étaient étonnamment difficiles à décrocher. D'abord, il a fallu que je comprenne où postuler. Puis, après avoir fouillé des annonces déjà closes, j'ai trouvé une offre pour un job d'été dans la forêt nationale d'Umatilla, au nord-est de l'Oregon. Le processus était assez clair, mais le service des forêts avait des exigences élevées. Je devais envoyer un CV et une lettre de motivation, adaptée pour montrer que je pouvais gérer l'isolement autant que la responsabilité. Mon parcours en droit n'avait rien d'évident dans ce contexte, alors je me suis appuyé sur ma capacité à travailler de façon autonome. J'ai mis en avant mon sens du détail, affûté par la recherche juridique, et je les ai rassurés. Je n'étais pas cinglé. Je devais aussi prouver que j'étais assez en forme, car certaines tours exigent de monter des provisions à pied ou de faire un minimum de maintenance. J'ai passé une certification de premier secours de base en l'intégrant à un cours sur un week-end. J'ai subi une vérification des antécédents. J'ai même suivi des modules en ligne sur la détection des incendies et les protocoles de communication radio. Ils voulaient des gens capables de repérer un panache de fumée à des kilomètres, de rendre compte avec précision et de rester calme sous pression. Alors, j'ai étudié les cartes de la région, appris les bases de la topographie et révisé l'usage de l'outil qui sert à déterminer l'emplacement d'un feu. Il y a aussi eu un entretien téléphonique. Ils m'ont
cuisiné sur la façon dont je gérerais des semaines de solitude, un réseau cellulaire aléatoire et la rencontre occasionnelle avec un ours. Je leur ai dit que j'avais besoin de solitude autant qu'ils avaient besoin de quelqu'un de fiable. Après quelques semaines d'attente anxieuse, j'ai reçu l'appel. J'ai été pris. Ils m'ont affecté à une tour pour l'été, à partir de juin, et ils m'ont envoyé un dossier avec les indications pour y aller, la liste de ce qu'il fallait apporter, et un avertissement très strict sur l'absence d'eau courante et d'électricité. C'était rude, mais j'imagine que c'était un peu le but. Je voulais tout ramener à l'essentiel, rester avec mes pensées et mon deuil, et trouver une manière de faire la paix avec tout ça. Le trajet jusqu'à la vigie de Table Rock a été une aventure en soi. En m'enfonçant dans le cœur sauvage du nord-est de l'Oregon, depuis Dayton, j'ai pris la route North Touchet. Elle montait progressivement, avec des collines vertes ondulantes de chaque côté, tandis que je traversais les Blue Mountains. L'air se rafraîchissait à mesure que l'altitude augmentait, et le paysage s'ouvrait sur une vue immense, jusqu'à l'horizon. Quand je suis arrivé, je me suis garé au pied de la tour. C'était une structure un peu carrée, posée sur une base de béton d'environ 3 mètres, construite à l'origine en 1949, puis modernisée à la fin des années 80 avec des volets métalliques et un bardage résistant aux intempéries. Le garde forestier que je devais rencontrer était déjà là, un homme plus âgé, en uniforme vert, le visage buriné par le soleil. Il était monté pour me faire le briefing. Il m'a fait faire le tour en me montrant l'essentiel. Une petite dépendance modernisée avec des toilettes chimiques, le réchaud-propane, la radio pour signaler la fumée, et surtout la LIDAD, l'Osborne Firefinder. On a monté les marches jusqu'à la cabine, un espace de vie d'environ 4 mètres sur 4, douillet, avec des fenêtres sur tous les côtés. Le garde m'a expliqué le carnet de bord quotidien. Il m'a dit que soit je finirais par m'habituer au silence, soit il me rendrait fou. Puis, avec un sourire et une poignée de main, il m'a donné les clés, m'a souhaité bonne chance et il est reparti en pick-up. La vie quotidienne s'est installée dans un rythme calme mais régulier. Le matin, café au réchaud-propane, puis je sortais sur la coursive, jumelles à la main, et je balayais le panorama à 360 degrés. À l'ouest, le bassin du Columbia. Au sud, les sommets enneigés des Wallowa. Et par temps clair, je pouvais même voir jusqu'en Idaho, les Seven Devils, à environ 130 km à l'est. De la fin de matinée à l'après-midi, je m'occupais des tâches. Vérification du matériel, entretien de la cabine, et ce genre de choses. Mais à part ça, c'était beaucoup de rien. Juste moi, moi-même et moi. Il y avait de vrais avantages. La solitude, les couchers de soleil, le plafond d'étoiles la nuit. Mais à la longue, les difficultés se sont révélées pour de bon. L'isolement était aussi pesant qu'il était doux. Passer des jours sans entendre une voix faisait tourner mes pensées en boucle. Et j'avais parfois l'impression d'aggraver mon deuil en me coupant de ceux qui auraient pu comprendre. Pas d'eau courante, je devais monter des bidons depuis la voiture. Pas d'électricité, je dépendais d'une lanterne à pile pendant des nuits qui se sont révélées très inquiétantes. La météo, elle aussi, était imprévisible. Des orages parfois d'une violence terrifiante, l'un d'eux menaçant d'allumer un feu juste de l'autre côté de la crête. Et, par-dessus tout, la monotonie. Scruter les mêmes vues heure après heure finissait par éroder ma concentration. Malgré ça, la simplicité du travail me gardait ancré et m'apportait beaucoup de paix. Du moins, jusqu'au jour où j'ai vécu ce que je ne peux décrire que comme l'expérience la plus bizarre et terrifiante de toute ma vie. C'était en milieu d'après-midi, un jour très sec et brumeux. J'étais sur la coursive, jumelles collées aux yeux, en train de passer au peigne fin les pentes boisées en contrebas à la recherche d'un filet de fumée. Mes balayages étaient devenus automatiques. Et puis,
En balayant une clairière à environ 3 km en contrebas, quelque chose m'a accroché le regard. Une silhouette debout, seule, avançant régulièrement entre les arbres. Au début, je me suis dit que c'était un jeu de lumière. Peut-être un cervidé debout. Ça arrive, cherchez, vous verrez. Mais en suivant la forme avec les jumelles, j'ai compris que la démarche était indéniablement humaine. Un randonneur isolé, ce n'était pas impossible. Même à 1900 mètres, les gens s'aventurent souvent dans l'arrière-pays, pour 1000 raisons. Malgré tout, j'ai baissé les jumelles, je me suis frotté les yeux, puis j'ai regardé à nouveau pour confirmer. La silhouette était toujours là, plus près maintenant, peut-être à 2,5 km, se dirigeant vers le sud-est. Une forme sombre qui se faufilait entre les pins, sans se presser mais d'un pas décidé. Normalement, un randonneur seul ne m'aurait pas inquiété. Mais là, quelque chose me grattait le fond du crâne. Je suis rentré dans la cabine. J'ai pris la radio et, après avoir signalé l'observation au QG, j'ai demandé qu'on confirme le statut du secteur. La réponse est revenue après une courte pause. Et c'est vraiment le mieux que je puisse restituer. Base à Table Rock. Reçu. Note. Ton secteur est sous ordre d'évacuation depuis 8 heures ce matin. Conditions météo extrêmes. Alerte rouge en cours. Et on a des feux actifs à environ 30 km au sud-est, qui avancent avec le vent. Si tu peux établir le contact, dis-lui d'évacuer immédiatement. L'accès routier le plus proche, c'est la route forestière 64, à environ 5 km de sa position. Terminé. J'ai répondu que j'avais compris, mais j'ai senti mon estomac se nouer. Les feux couvaient comme une menace depuis une semaine, avec de la foudre sèche et des rafales qui maintenaient les équipes sur le qui-vive. Mais là, pour la première fois, ça devenait réel. Et l'idée de quelqu'un dehors, inconscient du danger, m'a sorti de ma torpeur habituelle. Je devais le prévenir. Mais comment ? J'ai ramené les jumelles sur la silhouette. Il n'était plus qu'un point, mais je le voyais encore, zigzagant entre les pins. Crier ne porterait jamais à 2 km, avec le vent. Je n'avais pas de mégaphone. Et même s'il avait une radio, je n'avais aucune idée de sa fréquence. J'ai pris le Firefinder, aligné l'appareil sur sa position, et j'ai noté des coordonnées. Puis j'ai dévalé les marches jusqu'à ma voiture. Je gardais un sifflet et une corne à air dans la boîte à gants, pour les urgences. De retour sur la coursive, j'ai fait retentir la corne de brume en 3 coups secs. Puis j'ai enchaîné avec un sifflement strident. Aux jumelles, j'ai vu la silhouette s'arrêter. Il avait entendu. Je me suis mis à agiter les bras comme un idiot, à crier « Évacuez !» dans le vent. Puis j'ai relancé 3 coups brefs de corne. Le randonneur a hésité, puis a légèrement changé de trajectoire, en obliquant vers l'ouest, vers ce que j'espérais être la route forestière 64. J'ai repris la radio. J'ai informé le QG que j'avais réussi à attirer son attention par le bruit, et j'ai mis à jour la direction prise par l'homme. Puis, pour m'assurer qu'il sortait bien de la zone, j'ai demandé si une patrouille pouvait être envoyée pour l'intercepter. C'était la procédure à Umatilla. Un guetteur ne peut pas abandonner son poste à chaque fois qu'il voit quelque chose. On m'avait explicitement dit de demander une patrouille dans ce genre de situation. Mais la réponse du QG m'a sidéré. Négatif Table Rock. On ne peut pas dépêcher une unité sur la 64. Tu peux aller jusqu'à sa position. Terminé. C'était l'une des questions les plus délicates qu'on m'ait jamais posées. Soit je me rendais jusqu'à lui pour m'assurer qu'il évacuait, soit je laissais un randonneur peut-être inconscient du danger risquer une mort lente et atroce. Les feux étaient encore à une 30aine de kilomètres, mais avec une alerte rouge, ça pouvait changer très vite. C'était à moi de m'assurer qu'il partait. Sinon, je pouvais porter sa mort sur la conscience jusqu'à la fin de ma vie. Vu comme ça, la décision était facile. J'ai pris mon sac dans la cabine. Il contenait déjà de l'eau, une trousse de premier secours, une carte et une radio. J'y ai ajouté la corne de brume et le sifflet, par précaution. J'ai accroché mes jumelles à ma ceinture, enfilé mes chaussures de marche, puis j'ai noté rapidement dans le journal 15h30.
Quitte le poste pour localiser individu au sud-est. Compte rendu à suivre. J'ai verrouillé la cabine, j'ai jeté un dernier regard à l'horizon, puis je suis descendu. Quand je suis arrivé en bas, je n'ai même pas pris la voiture. Le premier kilomètre était praticable. Mais au-delà, je serais à pied de toute façon. Et dans ce genre de situation, chaque minute comptait. Je suis parti plein sud-est, en suivant l'azimut que j'avais calé sur la Lidade d'Osborne. La descente était raide au début, à un plateau qui tombait sur une pente de cailloux instables, crissante et glissant sous mes pieds. Quand je pouvais, je suivais des pistes de gibier que j'avais déjà repérées, en me faufilant entre des touffes de broussailles. Le vent portait une chaleur lointaine, à peine perceptible, qui faisait picoter ma peau. De temps en temps, je portais les jumelles à mes yeux pour scruter devant moi. Mais la forêt était dense, et sans mon point de vue en hauteur, la visibilité était mauvaise, par couche. Après 15 à 20 minutes de marche rapide, j'ai atteint une petite dépression, et le terrain s'est aplani. Un mélange de clairières et de bois épais. Je me suis dit qu'il devait être encore à un bon kilomètre, peut-être moins s'il gardait le rythme. J'ai soufflé 3 coups secs de sifflet. Aucune réponse. J'ai continué, suivant la dépression vers le sud-est, en marchant dans le lit d'un ruisseau asséché jonché de pierres. Mes bottes s'enfonçaient dans les aiguilles de pin. La sueur me perlait au front. Tous les 200 ou 300 mètres, je m'arrêtais pour regarder aux jumelles, inspectant les crêtes et les ouvertures dans les arbres. À un moment, un cerf mulet a jailli d'un fourré. Ça m'a fichu une trouille bien plus grande que je n'ai envie de l'admettre. Comme pour me rassurer, j'ai appelé le QG à la radio pour dire que j'étais en route mais que je n'avais pas encore établi le contact. Ils ont accusé réception et m'ont dit de rester prudent. Et je suis reparti. Au bout d'environ 30 minutes à forcer le passage, j'ai franchi une petite bosse et j'ai aperçu un mouvement entre des pins tordus, à environ 300 mètres. C'était lui. Ça ne pouvait être que lui. Une silhouette maigre, dans ce qui ressemblait à une chemise de chasse camouflage, avançant la tête baissée, comme si elle n'avait aucune idée qu'elle marchait droit vers la catastrophe. J'ai agité les bras et j'ai crié « Hé ! Ordre d'évacuation ! Faut sortir d'ici !» Le vent étouffait ma voix, mais il m'a entendu. Il s'est arrêté, s'est tourné une seconde, puis il s'est simplement remis à marcher, poursuivant sa route entre les arbres. J'ai juré entre mes dents et j'ai commencé à réduire la distance, trottinant dès que le sol me le permettait, jusqu'à être sûr d'être assez près pour qu'il m'entende. « Hé !» ai-je crié, essoufflé. « La zone est évacuée. Feu de forêt. Tu dois partir à l'ouest, vers la route forestière 64. Maintenant !» J'étais à une 50aine de mètres. Et, encore une fois, il s'est arrêté, sans se retourner. Je m'attendais à un randonneur, un campeur, quelqu'un de banal. Mais ce que j'ai vu a défié ma raison. Et aujourd'hui encore, je ne sais pas si c'était réel, ou si le mélange de chagrin et d'isolement avait fini par briser quelque chose en moi. L'homme ne ressemblait pas à un randonneur. En vérité, il avait l'air très, très malade. Ma bouche s'est ouverte. Mes yeux ont dû devenir d'énormes cercles horrifiés. L'homme était torse nu. Si j'avais cru voir du camouflage, c'était parce que sa peau n'était qu'un chaos de croûtes épaisses et sombres, et de furoncles bombés, luisants, qui suintaient un pus jaune-vert. Son torse se soulevait à chaque respiration, et ses plaies pulsaient au rythme de sa poitrine qui montait et descendait. Je me suis figé sur place. Est-ce que mon esprit me jouait des tours ? Est-ce que le deuil, la solitude, ces heures interminables à fixer le même horizon immobile, avaient fini par me dérégler ? Ou bien cette vision cauchemardesque devant moi était-elle réelle ? Je me souviens avoir demandé s'il avait besoin d'aide médicale en disant que j'avais une trousse de premier secours. Mais ce dont je me rappelle surtout, c'est ma propre voix, brisée par la peur. L'homme n'a pas bronché. Il est resté là, dos à moi, la tête légèrement penchée, comme s'il m'écoutait. Et dans ce silence, j'ai senti une sueur froide naître dans ma nuque. Je me suis entendu marmonner pour moi-même.
C'est réel ça? Sauf que les détails étaient trop nets, trop vifs. Si c'était une hallucination, je ne savais pas qu'une hallucination pouvait avoir une présence aussi claire. Et j'étais pris dans ce mélange de terreur et de confusion quand l'homme s'est tourné. La peau de son visage, de son torse et de son crâne chauve était identique à celle de son dos. Des croûtes, des furoncles, des plaies qui avaient l'air atrocement douloureuses. Puis il m'a regardé et il a souri. Ce n'était pas un sourire menaçant, mais c'était profondément dérangeant. Même à 5 ou 6 mètres, je voyais que ses dents manquaient. Et pourtant, malgré l'horreur qui me remontait le long de l'échine, malgré le dégoût dans mon ventre, malgré la certitude absurde que je faisais une crise de folie, tout ce que je ressentais, c'était la paix. Comme une étrange sensation de décrochage. Je savais que tout ça était impossible, que je devrais être terrifié. Mais il y avait quelque chose qui gonflait dans ma poitrine. Une joie claire, pétillante, lumineuse. Comme si je venais d'apprendre que, quoi qu'il arrive dans ma vie, tout irait bien. Je me suis senti sourire. Et l'homme a élargi son sourire, puis il a laissé échapper un petit rire. Bref, indiscutable. Et soudain, moi aussi j'ai eu envie de rire, de me plier en deux, d'éclater de rire, même si ma tête hurlait de ne pas le faire. C'était comme si je n'avais plus le contrôle. Je ne pouvais ni bouger, ni parler. Je ne pouvais que ressentir, en fixant ses petits yeux noirs. J'étais persuadé d'avoir perdu la raison, que les phrases qui traversaient mon crâne à cet instant étaient les dernières pensées sensées de toute ma vie. Et puis, au moment où je croyais que rien ne pouvait devenir plus étrange, ça l'est devenu. L'homme couvert de plaies a ouvert la bouche, et un murmure s'en est échappé. Trop faible pour être distingué, à peine plus qu'un sifflement sous le vent. Et pourtant, d'une façon ou d'une autre, ces mots sont sortis de ma bouche. « Rentre chez toi », avons-nous dit en même temps. Ces mots n'étaient pas les miens, je ne les avais pas pensés. Je ne les avais pas voulus, et pourtant je les avais prononcés. Avant même d'avoir le temps de comprendre ce qui venait de se passer, je me retournais déjà et je repartais, vers la tour, sans jamais regarder derrière moi une seule fois. Je ne voulais pas le laisser là, je ne voulais pas quitter des yeux cette impossibilité. Et en même temps, je ne pouvais pas m'empêcher de partir. Pire, je n'avais pas envie de m'arrêter. Tout le chemin du retour, j'avais la tête qui tournait. Hallucination ou non, ce que j'avais vu était trop réel. Et comme je n'avais jamais vécu quelque chose de semblable, j'étais terrifié. C'est difficile à expliquer, mais cette joie involontaire, absurde, semblait encore me coller à la peau. Je n'ai retrouvé un semblant de contrôle que quand j'ai monté les marches de la tour, les mains tremblantes, et que je me suis enfermé dans la cabine. À travers les fenêtres, j'ai balayé la forêt du regard, m'attendant presque à voir l'homme couvert de plaies monter les escaliers derrière moi. Mais il n'y avait rien, rien que des arbres. J'ai saisi la radio, le pouce suspendu au-dessus du bouton, en me demandant si cet homme avait seulement existé, ou si j'avais chuchoté « Rentre chez toi » à personne d'autre qu'à moi-même. Après cette rencontre, ou quoi que ce soit que c'était, je n'ai pas réussi à me débarrasser du malaise qui s'est abattu sur moi. Pendant presque 2 mois, la cabine avait été mon refuge, mon chez-moi. Après ce jour-là, je m'y suis senti prisonnier. J'ai passé la nuit éveillé, à sursauter au moindre craquement, à scruter les fenêtres dans l'obscurité, à moitié convaincu que je verrais l'homme couvert de plaies gravir les marches. Au matin, la forêt était calme, mais je ne pouvais plus faire confiance à ce que je voyais. Et si je ne pouvais plus me faire confiance à moi-même, je savais qu'il fallait que je parte. J'ai attrapé la radio, je me suis stabilisé comme j'ai pu, et j'ai appuyé sur l'émetteur. Et je leur ai dit la vérité. Pour des raisons de santé mentale, je n'étais plus apte à terminer la saison. Quand ils m'ont demandé des précisions, je leur ai dit que je pensais voir des choses. Il y a eu une pause,
assez longue pour que je me demande si la transmission avait sauté. Puis le superviseur a pris la parole et m'a demandé ce que je voulais dire par « voir des choses ». Et encore une fois, j'ai été totalement honnête. Je lui ai raconté en détail ce qui s'était passé avec l'homme couvert de plaies. Je lui ai dit que ça m'avait profondément secoué et que je pensais avoir besoin d'aide au plus vite. Nouvelle pause. Puis la voix du superviseur a changé, adoucie par les grésillements. Il m'a dit qu'il prenait ce genre de choses très au sérieux. Le seul problème, c'est qu'il manquait de personnel et qu'il ne pouvait pas m'envoyer un remplaçant immédiatement. Il m'a demandé si je pouvais tenir 24 heures de plus, le temps qu'il trouve un autre guetteur. J'ai dit oui. Il m'a dit de tenir bon, puis il a coupé. J'ai essayé de suivre la routine une dernière journée. Scruter l'horizon, noter la météo, boire de l'eau pour rester alerte. Mais chaque ombre entre les arbres faisait bondir mon pouls. Le QG prenait de mes nouvelles de temps à autre, alors je gardais la radio près de moi. La nuit, je n'ai pas mis les pieds sur la coursive. J'avais peur de ce que je pourrais voir en bas. Je n'ai dormi que par à coup, réveillé par des rêves étranges. Et au petit matin, l'appel est arrivé. Table Rock, ici le QG. On a un remplaçant. Il arrive dans la matinée. Tu peux préparer la passation. Terminé. Le soulagement m'a submergé comme une vague, mais il était teinté d'une inquiétude tranchante. Si ce que j'avais vécu était vraiment une hallucination, en faire une autre en voiture pouvait être fatal. Voir quelque chose au milieu de l'autoroute, faire une embardée pour éviter quelque chose qui n'existe pas, et ce serait fini. Cette pensée était encore là, quelques heures plus tard, quand j'ai vu un pick-up du service des forêts au loin, soulevant de la poussière sur la piste. Ma remplaçante était une garde d'une 40aine d'années, très professionnelle, presse-papiers à la main, un simple signe de tête. Je lui ai montré la cabine, et quand je lui ai remis les clés, mes mains tremblaient. Elle m'a demandé si j'allais bien. Je lui ai dit que ça avait été une période difficile. Elle n'a pas insisté. Après la passation, j'ai pris mon sac, jeté un dernier regard à la tour, puis je suis monté dans la voiture. Je n'ai pas regardé dans le rétroviseur en repartant. Je voulais juste être loin. Environ une semaine plus tard, j'étais assis dans le cabinet d'un psychiatre, à fixer la moquette beige, les mains crispées sur mes genoux, à répéter dans ma tête ce que j'allais dire. Et quand ce fut mon tour, j'ai tout raconté. La mort de ma mère et ce que j'avais vu dans les bois. Elle m'a écouté, a pris des notes, puis après avoir vérifié que j'étais resté sobre et que je n'avais pas pris aucune substance pendant mon affectation, elle m'a dit que ce que j'avais vécu ressemblait beaucoup à une hallucination provoquée par le stress, apparemment assez fréquente après un deuil brutal. Elle a dit que mon cerveau déraillait, transformant culpabilité et tristesse en quelque chose de visible. Puis elle m'a demandé si je me reprochais la mort de ma mère. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je n'étais pas là quand c'était arrivé, et ça me rongeait. En fin de rendez-vous, elle m'a proposé un traitement court, quelque chose contre l'anxiété pour dormir, et une thérapie pour traverser le deuil. Dans les semaines suivantes, je me suis senti un peu mieux. Mais malgré les médicaments et les séances, ce que j'avais vu dans ces bois ne me semblait pas moins réel. Je l'ai dit à la psychiatre au rendez-vous suivant. Elle a dit que mon esprit s'accrochait au traumatisme. Je n'avais pas encore fait beaucoup de séances. Alors elle a insisté. Parler pourrait m'aider à lâcher prise. J'ai hoché la tête. Logiquement, oui, deuil plus stress égale bug du cerveau. Mais une part de moi n'y croyait pas. Mes souvenirs de cet homme et la façon dont je me sentais en sa présence n'avaient rien de flou, ni de décousu, ni de décalé. Et même aujourd'hui, toutes ces années plus tard, je m'en souviens comme si c'était hier. Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire ? Donnez-moi votre avis en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, devenez un fidèle et abonnez-vous pour ne rater aucun futur épisode. Un grand merci aux contributeurs Tipeee qui soutiennent la chaîne.
Leur générosité est énormément appréciée. N'hésitez pas à m'aider vous aussi si vous le pouvez, lien en description. Si vous avez des histoires personnelles à raconter, n'hésitez pas à tester votre plume et m'envoyer par mail vos écrits. De même, s'il y a des histoires particulières que vous aimeriez m'entendre lire, faites-moi en part plus bas. Et je vous dis à bientôt pour d'autres frissons et histoires d'horreur en ma compagnie. Biou.